Moi j'avais une question par rapport à notamment ce qu'avait évoqué Eric sur la place du parent et de l'entraîneur, mais quand l'entraîneur est un parent. Et notamment quand un parent, le parent entraîneur, a été aussi entraîneur de haut niveau, joueur de haut niveau, pardon. Ok, Est-ce que vous avez des études sur cette question et comment vous ouais. Ouais. On a peu d'études à proprement parler qui ont exploré cette situation très précise, mais ça faisait des fois partie, on va dire, c'était une petite partie de travaux. Les deux éléments qui ressortent, la première chose, c'est comment l'enfant perçoit son parent. Est-ce qu'il le perçoit uniquement comme papa? Si je prends le cas du papa ou de la maman, ancien joueur de haut niveau, ça dépend vraiment de la perception de l'enfant qu'il a de son parent. Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'apporter dans mon projet ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit simplement rester dans son rôle de parent? Si on a le parent entraîneur, c'est l'entraîneur du joueur en question? Oui. Entraîneur du joueur plus potentiellement expérience de joueur. Ce qui correspond le mieux aux athlètes, c'est quand la personne est capable d'assurer quand même les deux rôles, parce que c'est ça le problème, c'est-à-dire le rôle d'entraîneur au sein du groupe, mais aussi le rôle de parent à la maison. Et si cette personne-là n'arrive pas à assurer ces deux rôles, parce que c'est très dur, il faut à minima que le deuxième parent assure à fond du coup son rôle de parent et de soutien émotionnel. C'est ce qui ressort un peu des études. C'est-à-dire que voilà, il faut que le deuxième parent compense ou alors que le parent soit capable de distinguer et de mettre. Là du coup il faut mettre un cadre. Enfin à eux de mettre vraiment un cadre. Par exemple avec un lieu, quoi. Quand on est par exemple à la maison, c'est le rôle de papa et pas la casquette d'entraîneur, mais c'est pas facile à faire. Donc lorsque c'est pas fait, essayez d'insister sur la deuxième personne qui peut soutenir l'enfant en tant que parent. Parce que si l'enfant a que le rôle d'entraîneur, ça peut lui coûter quand même. Bon, c'est ce qui ressort. Des études aussi sur le parent, parent qui est entraîneur aussi, entraîneur de haut niveau qui a pu sortir des athlètes avec l'enfant qui est un joueur lambda. Ouais, qui n'a pas envie d'aller dans le haut niveau, quoi. C'est ça, ou qui n'a pas le potentiel pour aller vers ok. On n'a pas d'études. On n'a pas d'études là-dessus, mais moi là j'aurais vraiment envie de dire que le travail à faire, il est vraiment sur les motivations du parent par rapport à l'activité sportive de son enfant. Il y a souvent un point de départ, c'est au final se dire en tant que parent, quelles sont mes motivations à accompagner mon enfant dans son projet, quel qu'il soit. Donc si c'est un projet, on va dire, de loisir versus un projet de haut niveau, c'est la capacité du parent à en fait accompagner son enfant dans le respect de son envie à lui et non pas de l'envie du parent. Si le parent est capable en gros d'aller percevoir mon enfant pratique cette activité-là, mais avec tel objectif qui n'a pas été le mien, généralement le parent, ça peut être un peu dur pour lui, mais souvent ils en sont capables, c'est-à-dire que ça peut ruminer beaucoup en eux, ils peuvent avoir beaucoup d'idées, de perceptions, mais c'est pas toujours le cas. Lorsqu'ils ont confiance en l'entraîneur, des fois, je me rends compte que c'est pas plus difficile pour eux à gérer. L'inverse de l'enfant qui se dit j'ai pas réussi. Ouais. Par contre, oui, est-ce que l'enfant pourrait percevoir une certaine forme de pression de par uniquement le statut du parent qui a été sportif de haut niveau? Ça peut se répercuter de cette façon-là, quoi. Comme tout à l'heure, je vous disais l'investissement financier, là, ça peut être une répercussion indirecte parce que l'enfant se met la pression par rapport au niveau dans lequel le parent évolue. Est-ce que vous prévoyez des études, je ne suis pas certain que ça ait été fait, sur quelque chose qui apparaît de manière de plus en plus forte dans les perspectives du niveau, c'est l'arrivée d'agents pour des enfants très jeunes. En fait, des familles qui sont les autres qu'on a se souvent pas rajouté particulièrement. Est-ce que vous envisagez de faire une étude là-dessus, parce que ça fait une personne très, très loin, parce que c'est quelque chose de complètement intimiste au plan social, en fait, cette arrivée. Ouais, et c'est une problématique du coup pour l'instant on rencontre déjà depuis quelques années au foot, ça arrive au rugby, ça arrivera peut-être dans d'autres sports, mais pour l'instant je pense que c'est vraiment spécifique à ces deux activités-là. On n'a pas encore prévu quoi que ce soit, mais si c'est une question de terrain, en fait nous, le but c'est de répondre à des questions de terrain et on peut échanger avec vous pour voir qu'est-ce qu'on pourrait aller explorer pour avoir des billes après sur la gestion. Donc ça,
je suis totalement ouverte pour échanger. Je pense que vous l'avez compris quand même dans la présentation, moi je fais de la recherche, mais vraiment mon but c'est de la recherche appliquée. Donc soit on redonne à la fin au terrain, mais aussi on part du terrain pour nos questions. Donc le but c'est qu'on en discute peut-être et qu'on puisse voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'explorer. Vas-y. Très large. Oui. J'ai la sensation que les études sont beaucoup sur la population anglo-saxonne. Ouais. Est-ce que les parents interagissent et réagissent de la même manière qu'en soit anglo-saxon, nordique, latin je pense que l'imprégnation culturelle et la vision qu'on a de son enfant n'est pas la même dans les pays. Ouais. On a des formes de conclusion du coup, qui sont parfois orientées dans les études, qui vont être biaisées par ça. Beaucoup pas. Moi, si, ça peut. La plupart des études, ce sont des cultures occidentales. Enfin, il y a peu d'études, par exemple. Enfin, il n'y en a pas du tout, par exemple, en Afrique, si je prends l'exemple. Par contre, je pense que ce qui semble être important, c'est à quel point ça correspond aux valeurs. Là, par exemple, si on parle de la relation entraîneur-parent et comment on va intégrer la tête là-dedans, c'est que les parents puissent retrouver les valeurs qu'ils ont en tant que parents dans le projet sportif de l'enfant. Donc ça, c'est un premier point. Après, c'est vrai que sur les types de comportements, on pourrait se dire peut-être que dans certaines cultures, les comportements directifs, c'est inhérent à la culture et ça va être plutôt bénéfique. Il y a pas mal d'études en Asie et elles ressortent pourtant avec les mêmes conclusions, par exemple. C'est les seuls points de comparaison qu'on peut avoir là-dessus. Mais sinon, c'est vrai que les études, c'est très Europe ou États-Unis. L'Europe, c'est vaste. On a un sport avec pas mal de... Oui, l'Europe de l'Est, par exemple. Ouais, ou nordique. Ou nordique. Ouais, et au nordique, c'est les mêmes résultats qui sortent, en tout cas. Ouais, nordique, ouais. La place de l'enfant, j'ai pas la sensation que c'est la même, le milieu éducatif n'est pas le même. C'est vrai. On voit des disparités dans le modèle de formation. Nous, c'est un petit peu nos concurrents, c'est les Danois. Oui. Oui, mais par exemple, j'ai des études en tête au Suède et au Danemark. On échange avec eux et on voit bien qu'on n'est pas sur les mêmes prises. Mais c'est pas parce que ce n'est pas parce que la considération de l'enfant n'est pas la même que les peurs ne sont pas les mêmes. Ouais. Parce que là, on est quand même sur de l'émotion par rapport au ressenti des parents. En tout cas, moi j'ai l'impression que dans les cultures nordiques et par exemple au Canada aussi, ils accordent beaucoup d'importance au développement de l'autonomie de l'enfant, Oui, encore plus que chez nous. Je me suis posé cette question-là au moment où il y a eu la diapo sur l'expertise parentale. Oui. Je vois bien que les familles nordiques, elles ont une appropriation autour des moyens plus que des résultats qui est différent, qui est lié aussi au milieu éducatif et pédagogique qu'ils ont les Mais là, pour le coup, il n'y a pas de différence. On a plus aussi des personnes qui viennent d'étrangers. Du coup, on n'a pas la même interaction en tant qu'entraîneur ou responsable de structure avec les parents. Après, c'est aussi le cadre qu'ils ont eu au début de la pratique, même au sein français. En fonction, je trouve, de la façon dont les parents ont interagi avec la première structure de leur enfant et le cadre qui a été posé, on a un impact direct ensuite. Il y a certains parents qui se permettent certaines choses que d'autres ne se permettent pas. Enfin, je pense que vous le vivez au quotidien. Vous avez des parents qui se permettent d'aller vous donner des conseils sur le sportif, alors qu'il y en a d'autres qui ne se le permettront jamais, même si les deux, par exemple, pourraient potentiellement avoir un bagage rugby. Et ça, c'est aussi un peu, je pense, la culture dans la famille et le rôle et la confiance que peut accorder la famille à la structure qui impacte ça aussi. Moi, j'avais une question. Dans les études que vous avez menées, là, et les enquêtes, parce que vous avez discuté avec les parents dans l'accompagnement, il a parlé de l'expertise, là. Après, est-ce que vous avez discuté avec les parents qui faisaient partie du truc pour leur dire, voilà, entre guillemets, l'expertise et les compétences que vous avez besoin pour le mieux accompagner, c'est celle-là. Comment c'est perçu, ça, par les parents? Par les parents? Après, c'est toujours difficile d'être sûr que c'est toujours sincère, mais pour eux, déjà, ils en ont souvent conscience, mais ils sont souvent limités. Ils reconnaissent souvent, par exemple, qu'ils n'ont pas les capacités pour faire ça et ça. Et il y a quand même beaucoup de parents qui sont plutôt en demande d'accompagnement. Je ne vais pas dire 100%, mais je pense qu'il y en a une grande partie qui sont en demande d'accompagnement parce qu'ils ont conscience du rôle qu'ils jouent. Et ils ont conscience que des fois, ils n'ont pas les compétences ou des fois, c'est simplement pas les connaissances aussi Ils sont souvent un peu perdus dans le milieu, dans l'écosystème, dans le fonctionnement de l'écosystème.
Et même des fois s'ils ont été joueurs, puisque l'écosystème évolue au fil du temps, et donc la compréhension de comment fonctionne l'écosystème, ça c'est quelque chose je pense qui est très important. Après, on a toujours certains parents qui se disent bah, de toute façon moi je joue mon rôle de parent, c'est pas une structure sportive qui va m'apprendre à jouer mon rôle de parent. Et là la difficulté c'est d'aller pouvoir échanger avec ces personnes-là justement sur des rôles un peu plus précis qui vont jouer. Donc il y a ce job d'arriver à les convaincre de commencer. Et sinon, ils sont plutôt quand même souvent d'accord sur le fait, par exemple, que leur rôle n'est pas dans le sportif. Ça, ils le disent souvent clairement. Mais certains, pourtant, y vont quand même. Et donc le but, c'est d'aller comprendre pourquoi ils y vont quand même. Et je pense qu'il y a moi je vois deux grandes explications. Ceux qui y vont quand même, c'est ceux qui ont peut-être pas totale confiance dans le staff sportif. Je ne dis pas que vous êtes un mauvais staff sportif, je dis juste que certains parents n'ont pas confiance en vous. Et la deuxième raison, c'est simplement certains parents qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions et qui vont venir vous voir typiquement juste après le match. Et en post-match, ils vont vous dire pourquoi tu n'as pas fait ci, tu aurais pu faire ça. Et là, c'est juste simplement, il n'a pas été capable de gérer son émotion un peu négative par rapport au résultat du match ou par rapport au temps de jeu qu'a eu son enfant. Et c'est une réaction un peu immédiate qu'il n'a pas contrôlée.